Bonjour, je m'appelle Raphaël Motelez, je travaille au Centre de neurosciences cognitives à Lyon dans l'équipe d'Angela Sirigu où je suis en train de terminer ma thèse. Donc je viens aujourd'hui pour vous présenter le travail de notre équipe qui va porter sur la technique d'eye tracking comme biomarqueur de la cognition sociale chez les patients Asperger et ainsi d'un biomarqueur qui nous tient beaucoup à cœur et sur lequel nous travaillons dans notre laboratoire. Il s'agit de l'ocytocine. Merci tout d'abord pour votre invitation à vous présenter le travail que nous faisons à Lyon, donc au Centre de neurosciences cognitives, dans l'équipe d'Angela Sirigu. Je m'excuse d'avance pour ma petite voix un petit peu éraillée. J'espère que ça ne vous causera pas de problème pour la suite de la conférence. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie qu'on utilise pour notre travail, qui est l'eye tracking, ainsi que les biomarqueurs de la cognition sociale chez l'autisme, et un en particulier qu'on étudie beaucoup dans notre laboratoire, qui est l'ocytocine. Donc je vais commencer par vous présenter cette hormone. Donc la voici, c'est une toute petite hormone, un nanopeptide, qui est synthétisé dans notre cerveau ici au niveau des noyaux paraventriculaires et supraoptiques de l'hypothalamus. Elle est sécrétée directement dans la circulation sanguine ici au niveau de la tige pituitaire. Et on la connaît principalement pour son action périphérique, puisque c'est l'hormone de l'accouchement ainsi que de l'allaitement. Ce qu'on sait moins et ce qui va nous intéresser surtout à nous dans notre laboratoire, c'est qu'elle est sécrétée également directement dans notre cerveau. Et ici, elle aurait donc une action centrale par laquelle elle pourrait moduler notre comportement social. Donc, beaucoup d'études se sont intéressées à ce sujet, notamment chez l'animal, où on a montré qu'elle était capable d'être impliquée au niveau du comportement maternel et de la relation mère-enfant. En effet, on a montré que si on administre de l'ocytocine chez des rats qui sont vierges, elle va induire chez elles un comportement maternel. Cette hormone, elle serait aussi impliquée au niveau du maintien du couple et de la relation durable. On a mis en évidence que, par exemple, chez différentes races de campagnols, il y en a qui sont plutôt monogames, d'autres polygames. L'espèce monogame va avoir plus de récepteurs à l'ocytocine et répartis différemment. Et donc, elle contribuerait justement au maintien de la stabilité du couple. Elle serait aussi impliquée au niveau de la mémoire sociale. En effet, des souris qui vont être KO pour le gène d'ocytocine vont avoir des déficits de leur mémoire sociale. Ils ne vont plus du tout reconnaître leurs congénères. Il faut savoir que ce déficit va être spécifique de la mémoire sociale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de mémoire en ce qui concerne le contexte ou des objets qu'ils ont connus auparavant. C'est vraiment spécifique de la mémoire sociale. Et si vous administrez de l'ocytocine, le déficit va être réhabilité. On retrouve la mémoire, les capacités de mémoire chez ces rats. Donc bien sûr, on s'est posé la question, quel va être son effet au niveau de la sociabilité également chez l'homme. Les études ont commencé à s'y intéresser et elles ont montré qu'elle était engagée, impliquée au niveau de l'engagement social et de la confiance. C'est l'équipe de Kosfeld qui a réalisé cette étude à travers un paradigme très intéressant qu'on appelle le trust game. Donc vous avez votre participant qui va être mis dans un échange social, dans une tâche avec un partenaire qu'on appelle le trustee. La tâche que vous allez avoir à faire, c'est que vous avez une somme d'argent N que vous allez pouvoir décider d'envoyer à votre partenaire, qui lui va pouvoir choisir, normalement puisqu'il va la recevoir cette somme multipliée par 3, soit de vous en rendre une partie, soit de garder tout pour lui. Donc on évalue la confiance du participant en fonction de la somme d'argent que vous envoyez. Si vous envoyez plus d'argent, c'est que vous avez confiance en votre partenaire, vous pensez que celui-ci va vous en rendre davantage en retour. Donc ils ont testé sur ce paradigme-là l'effet de l'ocytocine et ils ont montré que sous ocytocine, on a une augmentation significative, vous voyez ici, de l'investissement maximal. Donc la confiance est vraiment décuplée par rapport au partenaire et avec l'ocytocine, vous avez tendance à donner de l'argent, à investir dans votre partenaire parce que vous avez plus confiance en lui. Ils ont fait la même étude, cette fois-ci en jouant avec un ordinateur. Donc c'est la même chose parce que l'expérience, que ce soit lorsqu'on vous dit que vous jouez avec un partenaire, avec une véritable personne, ou ici par ordinateur, dans les deux cas, c'est randomisé par un même logiciel. Simplement, cette fois-ci, lorsqu'on dit aux participants qu'ils jouent sur ordinateur et qu'on teste l'effet de l'ocytocine, cette fois-ci, vous voyez, l'ocytocine perd son effet sur la confiance. Donc vraiment une confiance destinée aux partenaires et au niveau vraiment social. Donc la question qui s'est posée, c'est de savoir justement est-ce qu'elle peut agir sur différentes composantes de notre comportement social. Donc pareil, on a fait les mêmes études qu'après qu'on retrouvait chez l'animal. On a montré que l'ocytocine favorisait également chez l'homme
la mémoire des visages. Aussi, on a mis en évidence, et ça va être très intéressant dans les pathologies, notamment comme l'autisme, qu'après ocytocine, on augmentait le temps de fixation, le temps passé à regarder une personne au niveau des yeux, qui est le premier contact visuel nécessaire pour le contact social. Donc si on résume toutes les études qui ont été faites, que ce soit chez l'animal et chez l'homme, qui ont testé l'effet de l'administration de l'ocytocine, donc au niveau central, on a montré qu'elle pouvait augmenter la mémoire sociale. Les études ont montré qu'elle augmentait l'attention portée au niveau des yeux, qu'elle augmentait la confiance en autrui par rapport à l'étude de Kosfeld qu'on a vue, qu'elle aussi, elle permettait la motivation d'engagement social. Après ocytocine, on va plus avoir tendance à s'engager dans un rapport social. Également qu'elle pourrait diminuer le stress social en agissant par exemple aussi sur des hormones du stress comme le cortisol. Donc si on regarde ici, vous voyez que l'ocytocine, elle favorise largement différentes palettes qui sont essentielles au comportement social. Donc logiquement, on a commencé à s'intéresser à cette hormone, à l'ocytocine, dans la relation avec l'autisme, puisque c'est une pathologie qui est vraiment caractérisée par d'importants déficits du comportement social. Donc petit à petit, les études ont vu le jour dans ce domaine. Et elles ont montré, notamment par exemple l'étude de Modal en 98, que des patients, des enfants autistes, avaient un taux d'ocytocine ici, vous voyez, significativement moins important par rapport à des sujets sains. Également, cette étude a été confirmée et retrouvée aussi des anomalies justement chez les patients autistes dans le développement du taux d'ocytocine plasmatique. En effet, chez ces patients, on aurait un taux plus élevé du précurseur plasmatique avec un déficit de l'hormone, donc peut-être un problème au niveau de la synthèse proprement dit de l'ocytocine. Par conséquent, chez ces personnes autistes, on aurait un système ocytocinergique qui est déficient. Donc tout ça nous a amené à la première étude qui a été réalisée dans notre laboratoire par Elissa Randari en collaboration avec le professeur Marion Levoyer et Tiziana Zala ici même, où on a voulu justement tester l'effet de l'ocytocine sur les patients Asperger et sur différents aspects de leur comportement. Alors, on a tout d'abord voulu évaluer l'effet de l'ocytocine justement sur une tâche d'eye tracking où on enregistre le regard des parents, des patients durant une tâche simple de perception des visages, tout d'abord, et ensuite également tester l'effet de l'ocytocine, là proprement dit, dans une situation, dans un contexte social sur le comportement des patients. Donc nous avons testé un groupe de 13 patients Asperger avec un groupe contrôle également de 13 sujets sains. Et on administre l'ocytocine toujours par spray intranasal. Donc là, vous voyez typiquement le spray que l'on utilise, c'est comme un Stérimar. On fait 3 puffs par narine de 4 unités internationales. C'est la dose d'ocytocine qui est généralement utilisée pour les études par administration d'ocytocine chez l'adulte. Et l'étude a été faite en double aveugle. C'est-à-dire que les patients sont venus une fois et ont reçu de l'ocytocine et l'autre fois ont reçu du placebo. Et bien sûr, les codes ne sont levés qu'à la fin de l'étude. Alors, la première étude, justement, on s'est intéressé à la direction du regard des patients. Pour cela, on leur a demandé de faire une tâche d'identification du genre des visages en utilisant un ordinateur qu'on appelle Tobii Eye Tracker. Donc, vous voyez, c'est un ordinateur spécifique qui est équipé ici de caméras, donc qui permettent d'enregistrer pendant que le patient fait sa tâche, là où il va regarder et porter son regard. Donc là, je vais vous présenter les résultats. On a fait une tâche de détection du genre des visages, c'est-à-dire qu'on leur présente un visage et la tâche simple qu'ils ont à faire, c'est de dire après s'il s'agit d'un visage masculin ou d'un visage féminin. Et ce qu'on enregistre, nous, c'est où ils vont regarder les visages qu'on leur présente par l'intermédiaire du Tobii. Donc pour cela, il faut délimiter vos régions d'intérêt sur les photos que vous présentez, sur les visages que vous présentez. Donc généralement, ce qu'on fait, nous, on a déterminé 5 régions d'intérêt. La région d'intérêt principalement au niveau des yeux, le nez, la bouche et les joues ainsi que le front. Donc ça, il faut le faire en amont, après votre expérience. Sur chaque image que vous présentez, il faut déterminer vos régions, différentes régions d'intérêt avec les coordonnées spécifiques sur l'image et bien faire attention que voilà, votre région d'intérêt englobe la partie qui vous intéresse.
Alors typiquement, je vais vous montrer là les données qu'on a d'eye tracking pour, par exemple, d'abord un sujet sain, lorsqu'il regarde ces images, la direction où il va regarder, et après on montrera pour un patient. Donc lorsqu'on fait cette tâche d'identification des visages, donc typiquement on présente cette image-là et derrière on va leur demander s'il s'agit d'un visage masculin ou féminin. Donc voilà typiquement où va regarder. Voilà où va regarder un sujet sain lorsqu'il va faire cette tâche. Donc voilà, son regard est focalisé véritablement sur la région des yeux. On a fait la même chose pour les patients. Et voilà l'enregistrement qu'on obtient. Donc on voit clairement la différence que les patients, quand ils font cette tâche, évitent totalement la région du regard, la région des yeux présenter des images. Ce qui correspond au déficit du regard visuel. Donc ce qu'on a voulu voir, c'est justement si l'ocytocine, puisqu'elle favorise tous ces aspects sociaux, pouvait peut-être pallier également à ce déficit. Donc pour cette même tâche, justement, on a testé l'effet de l'ocytocine et vous voyez les résultats qu'on obtient. Donc tout d'abord ici, c'est sur l'étude du visage en entier. Ici, vous avez le placebo et là l'ocytocine. Et on voit qu'après ocytocine, les patients passent significativement plus de temps déjà à regarder l'intérieur du visage et non pas à l'extérieur de l'image, ce qui était le cas sur le placebo. Donc déjà après ocytocine, on recadre le temps passé à regarder le visage sur les images. Et si on regarde spécifiquement justement à l'intérieur de ces images, ce qu'on voit clairement, c'est qu'après ocytocine, on augmente significativement le temps passé à regarder cette fois la région des yeux. Donc elle a rétabli ce déficit. Après ocytocine, les patients concentrent leur temps, plus de temps on va dire, à regarder la région des yeux qu'ils évitaient complètement sans ocytocine. Donc ça c'est un premier résultat qu'on a montré, que justement l'administration de l'ocytocine sur ces patients Asperger réhabilitait un de leurs déficits majeurs, ce qui était du contact, la déficience du contact visuel, qui est la première base, on va dire, vers un contact social. Donc ça rejoint les études que je vous ai présentées au début de la présentation sur les résultats de l'ocytocine sur le regard qui avaient été trouvés chez le sujet sain. Et également les études réalisées par DOMS qui montrent également chez le sujet sain que l'ocytocine pouvait favoriser le mind reading à partir de la région des yeux, donc en favorisant le temps passé à regarder cette partie-là du regard, et elle arrive à faire la même chose chez les patients. La question qui s'est posée de savoir, c'est par quel mécanisme on pouvait avoir ce résultat. Donc les études comportementales ont été couplées à des études IRM. Et ce qu'on voit, ça, c'est donc chez des sujets sains, que généralement lorsqu'on présente des visages à des personnes et qu'on donne l'ocytocine, vous voyez qu'on diminue clairement l'activité ici de l'amygdale. Donc une action spécifique, l'ocytocine pourrait inhiber l'activité de cette région qui est impliquée dans le stress et les réactions de peur, et donc favoriser ainsi le contact visuel et l'engagement social en atténuant les réactions de stress provoquées par cette région de l'amygdale et en agissant aussi sur d'autres hormones comme le cortisol qui sont impliquées dans le stress. Donc là, c'est l'hypothèse la plus courante, on va dire, qui est avancée pour expliquer l'action de l'ocytocine. Alors, on a vu cet effet comportemental grâce à l'eye tracker sur un effet du comportement qui est le regard visuel. On s'est intéressé, on a voulu vraiment se poser la question si elle pouvait modifier le comportement en interaction sociale, sur vraiment leur prise de décision sociale. Donc pour ça, on a utilisé le paradigme du cyberball. Donc ça, c'est le paradigme basique du cyberball. Votre participant est ici et joue un jeu de balle, de renvoyer la balle avec deux autres partenaires. Donc vous pouvez choisir le partenaire. Généralement, on le fait sur un écran qui est tactile. Donc vous pouvez choisir de renvoyer la balle à l'un ou l'autre de vos partenaires qui va vous le renvoyer. Donc nous, on a modifié le cyberball. On a créé pour insister sur la condition d'interaction sociale. On a créé 3 personnages. Donc on a mis vous avez des visages à côté de ces personnages pour bien montrer que les patients sont en train de jouer avec des personnes réelles. Et pour vraiment induire cette situation d'interaction sociale,
Les pièces d'expérimentation sont décomposées en petits box et on fait rentrer donc le participant, le patient et également les 3 autres personnes rentrent dans la pièce et s'installent, même si c'est de façon fictive que le jeu se passe sur ordinateur, mais vraiment pour insister sur la notion d'interaction sociale. Donc on a créé 3 personnages sur lesquels on va induire différents caractères de personnes par rapport à leur comportement durant le jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir un des partenaires, un des personnages qu'on va appeler le bon partenaire. C'est-à-dire que celui-ci, quand vous avez joué avec lui, dans 70% des cas, il va vous renvoyer la balle. Donc il va créer un échange social avec vous. Vous avez un partenaire qui est complètement neutre, c'est-à-dire qu'il joue de façon indifférente avec vous ou les autres partenaires. Et enfin, vous avez un partenaire qu'on appelle le mauvais, le méchant, on va dire, puisqu'il ne vous renvoie jamais la balle. Il joue toujours, la plupart dans 90% des cas, avec les autres partenaires. Alors, si on étudie la répartition des renvois de balles, vous voyez qu'un sujet sain, quand il commence à jouer, va tout de suite reconnaître ici le bon partenaire, c'est-à-dire la personne qui va lui renvoyer la balle dans 70% des cas et va jouer de préférence avec celui-ci. Une fois qu'il l'a reconnu, il joue avec ce partenaire, cette personne-là. En revanche, si on regarde les patients sous placebo, vous voyez qu'on n'a pas du tout ce pattern. Ils jouent complètement de façon indifférente avec l'un ou l'autre des personnages. Ils ne tiennent pas en compte en fait, des indices renvoyés par l'interaction sociale et jouent de façon complètement différente avec l'un ou l'autre des partenaires sans tenir compte de savoir s'il y a un méchant ou un bon partenaire. Et cette différence de comportement est vraiment significative par rapport au sujet sain. Alors on a administré l'ocytocine et voilà ce qui se passe. Vous voyez qu'après ocytocine, on retrouve chez ces patients un pattern qui va être similaire à celui d'un sujet sain. C'est-à-dire qu'après ocytocine, vous voyez que cette fois-ci, les patients ont reconnu le bon partenaire et vont jouer spécifiquement avec celui-ci une fois qu'ils l'ont reconnu comme un sujet sain. Donc cette fois-ci, on a un comportement sous ocytocine qui est significativement différent des patients qui étaient sous placebo et on perd la différence de comportement qu'il y avait avec les sujets sains. Donc c'est-à-dire qu'après ocytocine, ils auraient intégré l'information qui est transmise par l'intermédiaire de l'interaction sociale. De façon aussi, si on est intéressante, on a étudié le décours temporel du jeu. Alors voilà comment ça se passe pour un sujet sain. Donc sur le jeu entier, vous avez 87 balles. Là, on prend les premiers essais. Ça, c'est le début du jeu. Et vous voyez que pour un sujet sain, il faut quelques essais, donc environ 13, pour distinguer le bon du mauvais partenaire. C'est-à-dire celui qui va vous renvoyer la balle de ceux qui ne vous le renvoient pas. Il faut quand même un certain nombre d'essais. Et une fois qu'un sujet sain a distingué le bon partenaire, eh bien une fois après ça, il va commencer à jouer significativement plus avec ce personnage. En revanche, ces impatients, vous voyez qu'il n'y a pas du tout ce pattern-là. Il ne fait aucune différence au fil des essais entre le bon et le mauvais partenaire. Il n'arrive pas à les distinguer, donc il ne prend pas en compte cette information. Là encore, on voit qu'après ocytocine, on retrouve chez ces patients donc un pattern qui va être similaire à celui du sujet sain, puisqu'au bout d'un moment, à 13 essais, cette fois, il arrive à distinguer, à décoder le message social, à distinguer le bon partenaire et à donc entrer dans une interaction sociale de préférence avec ce partenaire-là. Donc ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de décalage au niveau temporel par rapport à un sujet sain. C'est-à-dire qu'ils font la même distinction à peu près au même moment. Là, ils arrivent à faire la distinction, ils n'ont pas besoin de plus de temps. Après ocytocine, ils arrivent à décoder, à trouver le bon partenaire et ils n'ont pas besoin dans un laps de temps qui est à peu près similaire à celui d'un sujet sain. On a testé également l'évaluation du sentiment des patients après la tâche. Et là aussi, l'ocytocine a joué un rôle puisqu'on voit que sur la confiance, elle a augmenté alors qu'il n'y avait pas de différence sous placebo. Après ocytocine, elle a augmenté la confiance avec le bon partenaire et bien sûr la préférence à jouer avec celui-ci plutôt que sous placebo. Il n'y avait aucune distinction entre les 3 partenaires de l'interaction sociale. Donc on a vu que l'ocytocine augmentait l'habilité des patients ici à traiter les informations sociales et à entrer, à s'engager plus
de façon adaptée, on va dire, dans l'interaction sociale. Donc ce qu'il faut bien souligner, c'est que ce n'est pas une action prosociale complètement aveugle qu'a l'ocytocine, puisqu'on pourrait dire que si elle favorisait l'action sociale de façon complètement aveugle, elle pourrait très bien augmenter l'interaction avec le mauvais partenaire. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une intégration adaptée. Ce n'est pas une confiance aveugle, puisqu'on a pris en compte les signaux sociaux afin de pouvoir choisir le bon partenaire. Et il y a aussi un moment de décours temporel qui est similaire à celui d'un sujet sain. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'elle n'aurait pas aussi stimulé les mécanismes d'apprentissage social qu'on peut faire au cours d'une interaction sociale comme celle-ci. En tout cas, après ocytocine, les patients interagissent de façon sociale d'une manière complètement adaptée. Donc on a vu sur ces deux études qu'elle augmentait le temps de fixation des visages et plus particulièrement la région des yeux et qu'elle augmentait l'habilité des patients à traiter des indices sociaux importants. Donc ce qui nous laisse nous poser la question que peut-être ces aptitudes sociales sont présentes chez ces patients mais qu'elles ne sont pas exploitées ou pas mises en valeur, que l'ocytocine pourrait favoriser à cela, mettre en valeur ces aptitudes sociales. Du coup, ce que je veux souligner ici, c'est vraiment le potentiel thérapeutique que peut avoir l'hormone et qu'elle est vraiment intéressante de ce point de vue-là et intéressante à continuer les recherches sur ce sujet. Par contre, voilà, il y a quelques précautions à prendre parce que de plus en plus, on parle de l'ocytocine. Nous, on n'est pas en train de dire que voilà, on a trouvé un remède miracle. Il y a beaucoup de sites qui vous la trouvez comme ça, qu'elle peut changer votre vie en augmentant, diminuant votre stress, transformant votre vie amoureuse, que c'est plus facile de trouver des partenaires, des choses comme ça. Il y a encore, ça peut faire sourire comme ça, mais pour les familles des patients qui voient aussi l'ocytocine comme un remède miracle, ce n'est pas encore le cas. Elle est vraiment un potentiel intéressant et à exploiter, mais il y a encore de nombreuses études à faire qui n'ont pas été faites sur le suivi à long terme, sur si on donne l'ocytocine jeune, les conséquences plus tard. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de dire, c'est qu'elle a un potentiel qu'il faut continuer à l'étudier, mais à prendre avec précaution, ce n'est pas le nouveau remède miracle comme on peut le lire sur certains sites internet. Néanmoins, étant donné vraiment l'implication qu'elle a et les effets qu'elle a au niveau du comportement social, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait véritablement pas un lien physiologique entre l'ocytocine, la personnalité sociale des individus, voire même aussi leur structure cérébrale. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas véritablement devenir un biomarqueur de votre personnalité sociale. Donc ça a conduit à cette deuxième étude. Donc, tout d'abord, ça a été porté par cette étude ici qui a été faite chez Winslow, qui a étudié 2 groupes de singes qui avaient été élevés différemment. Donc un groupe qui va démontrer un comportement social normal, qui va préférer être en groupe, et un groupe de singes qui va préférer, lui, passer plus de temps seul. Et ils ont dosé chez ces singes l'ocytocine au niveau du fluide cérébrospinal, et ils ont mis en évidence que les singes qui passaient plus de temps seuls avaient significativement moins d'ocytocine au niveau du fluide cérébrospinal. Donc il semble véritablement avoir un lien entre la physiologie peut-être de l'ocytocine et le comportement social. Donc ce qui nous a amené à faire cette deuxième étude que je vais vous présenter, où on s'est vraiment intéressé à cette question entre un lien physiologique entre l'hormone et la personnalité sociale des individus. Donc la question, on s'est posé cette question en partant du principe que sur un groupe de sujets sains, c'est une étude qui a été faite chez le sujet sain, donc sur un groupe comme aujourd'hui, il va certainement y avoir des personnes qui vont être de nature plus extraverties, qui vont préférer être en groupe, plus à l'aise en société avec les autres, et d'autres qui vont être de nature plus timides. Donc on s'est demandé si, déjà entre ces individus-là, il n'y aurait pas des différences au niveau de l'ocytocine, et s'il y avait une relation entre la personnalité de ces individus et la physiologie de l'hormone, est-ce qu'elle ne pourrait pas être aussi répercutée au niveau cérébral, c'est-à-dire au niveau des structures du cerveau qui sont impliquées dans le comportement. Donc pour cela, on a dû évaluer la sociabilité des sujets, donc on leur a fait passer le NEO-PIR. Donc c'est un questionnaire qui décrit la personnalité en 5 grands facteurs.
le névrosisme, l'extraversion, l'ouverture, la conscience, également l'agréabilité. Donc nos sujets ont passé l'ensemble du NéoPIR et on s'intéresse particulièrement au domaine d'extraversion puisque c'est celui-là qui va décrire la sociabilité des personnes. Ensuite, on a du coup dosé l'ocytocine plasmatique. On s'est attaché à le faire même heure de la journée, donc par une prise de sang, environ 10 heures le matin pour tous les sujets, pour avoir la même condition physiologique. Et également, on a couplé ça à une étude IRM où on a utilisé la technique de VBM, c'est une technique d'analyse morphologique et morphométrique des zones du cerveau. Donc on a testé 50 sujets sains pour l'ensemble de l'étude comportementale et 30 ont pris part à l'étude IRM. Donc nos hypothèses, c'est que pour les personnes de nature plus extravertie, on aurait un taux d'ocytocine plasmatique plus important par rapport aux personnes qui seraient de nature timide. Et on s'attend à ce que ces différences soient répercutées sur des zones cibles de l'ocytocine que sont l'amygdale et l'hippocampe. Donc on a vu tout à l'heure que l'ocytocine était vraiment capable d'agir sur l'activité de l'amygdale. C'est vraiment deux zones cibles de son action. Donc on pense que s'il y a des différences au niveau physiologique, elles vont se répercuter sur ces zones spécifiques du cerveau. Alors, l'étude comportementale a pu mettre en évidence justement qu'on avait bien une corrélation positive entre l'ocytocine, que vous voyez ici, la concentration plasmatique, et les scores d'extraversion des sujets. C'est-à-dire plus vous avez des scores d'extraversion importants, ce sont des sujets qui vont préférer être en groupe, qui vont être à l'aise en société, qui vont rechercher le contact par rapport à des sujets qui ont des scores faibles, qui vont être des personnes qu'on pourrait qualifier de plus timides, qui vont préférer être isolées ou être seules et qui se sentent souvent mal à l'aise en groupe. Donc on a regardé cette corrélation positive, on a sorti uniquement sur l'ensemble du domaine PIR, on a trouvé de corrélation positive qu'avec ce domaine-là. Nos sujets ont passé l'ensemble du questionnaire. On a regardé plus spécifiquement dans ce questionnaire, dans ce domaine du NéoPIR, c'est un domaine qui va se décomposer en plusieurs facettes qui vont décrire l'extraversion. Et on a une corrélation positive, notamment avec la facette de la grégarité. Donc c'est vraiment là la préférence à vivre en groupe. Les personnes qui ont des scores importants vont préférer passer leur temps avec des congénères, être impliquées dans des groupes, par rapport à ceux qui ont des scores faibles, qui vont préférer rester en retrait ou être plutôt, qu'on les laisse tranquilles, plutôt seuls. Et donc ceux qui ont des scores plus importants ont plus d'ocytocine. Également, on trouve une corrélation positive sur le domaine de la recherche de sensations. C'est-à-dire que les personnes ici qui ont des scores élevés vont préférer avoir une vie stimulante, rencontrer des gens, alors que ceux de nature plus timides vont préférer rester au calme et ces personnes-là vont avoir moins d'ocytocine plasmatique. Donc, on a bien cette relation en accord avec nos hypothèses. Il semblerait que les personnes qui soient de nature plus extraverties aient un taux physiologique, un taux plasmatique d'ocytocine plus important par rapport à des personnes qui sont de nature plus timides. En ce qui concerne l'étude IRM, cette fois-ci, on a trouvé des corrélations négatives entre le taux d'ocytocine plasmatique et les structures amygdale et hippocampe, donc structures cibles de l'ocytocine. Donc vous voyez ici que cette fois, les individus qui ont plus d'ocytocine ont un volume d'amygdale et de l'hippocampe qui vont être plus petits par rapport à des personnes qui ont moins d'ocytocine. Vous voyez qu'ici, les personnes qui ont moins d'ocytocine ont une structure amygdale-hippocampe qui va être plus grande et plus importante. On a trouvé également la même corrélation négative avec les scores d'extraversion. Donc pareil, vous voyez ici l'extraversion et là les volumes de l'amygdale et de l'hippocampe. Les personnes qui ont des scores d'extraversion qui vont être plus importants vont montrer une structure amygdale et hippocampe qui vont être beaucoup plus petites par rapport à des individus qui vont répertorier des scores plus faibles d'extraversion, donc des individus de nature plus timide. Ce qui est assez logique puisque nous, on a trouvé une corrélation positive avec l'extraversion et l'ocytocine, donc d'avoir ces deux corrélations négatives pour l'extraversion et l'ocytocine,
puisque les personnes qui ont l'extraversion plus importante sont également ceux qui ont un taux d'ocytocine plus important. Donc pour résumer et schématiser tout ça, essayer de mieux comprendre, donc on a démontré dans cette étude, donc ici c'est représenté schématiquement là, les vaisseaux sanguins, c'est que les personnes de nature plus timide auraient ici schématisé en vert moins d'ocytocine par rapport à des sujets de nature plus extravertis. On a trouvé également, ça correspond à l'étude par exemple que je vous ai montré précédemment sur le singe où il y avait des différences d'ocytocine au niveau du fluide cérébrospinal en fonction du comportement des singes. On retrouve cette différence également au niveau des structures cérébrales cibles de l'ocytocine, avec schématisé ici un amygdale et hippocampe plus important pour les personnes de nature timide par rapport à des sujets plus extravertis. Donc comment on expliquerait cela? C'est en référence à des études qui ont montré que si vous avez des expériences sociales qui peuvent être stressantes, votre amygdale va être beaucoup plus activée, beaucoup plus sollicitée et du coup va prendre plus de volume, comme un muscle qu'on entraîne de plus en plus. Donc pour les personnes timides, on peut partir de l'hypothèse que pour eux, ils vont être plus soumis au stress et à l'angoisse quand ils vont être en groupe, quand ils vont voir des gens, ils vont être plus sensibles au stress. Du coup, une amygdale et hippocampe qui va être plus stimulée, qui va plus se développer. A l'inverse, pour des personnes qu'on peut dire aussi de nature plus extravertie, qui ont aussi plus d'ocytocine, on sait que l'ocytocine, ça a été montré, peut inhiber cette activité de l'amygdale. On peut supposer que cette activité d'amygdale et d'hippocampe, qui sont vraiment activées dans les réactions de stress, d'angoisse et de peur, serait moins active pour ces personnes-là et donc de volume plus petit. Si on essaye d'aller un petit peu plus loin que nos résultats, les études généralement partent du principe que les taux d'ocytocine plasmatique reflèteraient au niveau sanguin, reflèteraient les concentrations d'ocytocine au niveau central. Donc c'est encore ça à vérifier, on fait d'ailleurs des études en cours justement au laboratoire pour vérifier cette hypothèse. Mais du coup, on pourrait partir de l'idée que ceux qui en ont moins, les personnes timides, ont moins d'ocytocine au niveau périphérique, en auraient également moins au niveau central. Et ce qui fait poser la question, justement, que pour une même dose administrée d'ocytocine, certains vont pouvoir être peut-être plus sensibles à l'ocytocine que d'autres. Parce que par exemple, si on suppose que la structure est plus importante avec ici les récepteurs à l'ocytocine aura peut-être plus de place et plus de besoin pour agir que par rapport à des sujets extravertis. Donc on peut faire l'hypothèse que pour une même dose, l'effet de l'ocytocine va être plus ou moins important en fonction de la physiologie propre de l'individu. Et peut-être ce sera à prendre en compte dans les futures études qui testent l'administration du coup de l'ocytocine. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit quand on utilise l'ocytocine. Il y a des individus qui vont être plus ou moins réactifs, l'effet va être plus ou moins important. Et dans les études qu'on est en train de faire, on a montré justement que l'effet de l'ocytocine va être souvent plus important pour les individus qui en ont le moins au niveau physiologiquement. Par conséquent, donc nous, ce qu'on a trouvé ici, c'est que l'ocytocine, elle avait une relation véritablement étroite avec la personnalité sociale, avec les structures cérébrales. Et on trouve également un lien entre la sociabilité et le volume de ces structures cérébrales. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir dans quel sens ça fonctionne. C'est assez difficile de répondre à cette question. Néanmoins, on sait que l'administration d'ocytocine peut quand même, il semblerait, influencer la personnalité. Mais on ne peut pas, pour l'instant, donner de réponse claire à savoir est-ce que c'est la personnalité qui influence l'ocytocine, qui influence les structures, dans quel sens ça marche. On ne peut pas donner d'éléments de réponse clairs pour le moment. Néanmoins, on voit bien que l'ocytocine, elle a aussi donc un fort potentiel thérapeutique, mais pourrait être aussi déterminée comme un biomarqueur important de la sociabilité des individus et peut-être être utile dans les pathologies comme l'autisme, peut-être avec un dépistage précoce si on arrive à voir ces études-là, à évaluer les taux d'ocytocine chez les enfants et à voir si peut-être des taux faibles d'ocytocine pourraient être des facteurs de risque. En tout cas, le lien étroit qu'elle a avec la personnalité sociale en font un biomarqueur potentiel intéressant pour les études à venir. Les perspectives maintenant de ce projet, c'est d'essayer de comprendre comment l'ocytocine fonctionne véritablement au niveau central. On a très peu de données encore chez l'homme sur cette question-là, parce qu'il n'existe, pour comparer à d'autres neurotransmetteurs impliqués dans le comportement,
pas de marqueur spécifique de l'ocytocine qu'on peut utiliser en TEP scan. Donc on sait encore peu de choses sur où sont localisés véritablement chez l'homme ces récepteurs et comment elle interagit. Donc il y a encore un gros champ de recherche à exploiter dans ce domaine. Et aussi de se poser maintenant les questions qu'on se pose dans notre laboratoire, c'est de connaître ces interactions avec d'autres neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine qui sont impliqués dans le comportement social. Donc on pense en effet qu'elle n'est pas seule véritablement à agir là-dedans, qu'elle pourrait être un véritable modulateur des neurotransmetteurs qui agissent au niveau du comportement social et à prendre en compte dans nos résultats. Et voilà, merci pour votre attention, j'espère que ça vous a plu.